Bonjour, je vais partager l'écran, si j'y arrive. Hop. Voilà, nous allons parler d'emploi, un secteur qui est en très grande mutation et en lien avec ce que nous vivons et ce qui pose des problèmes assez conséquents aux générations montantes. Alors, je vais vous en parler en tant que futurologue cybernéticienne. La futurologie cybernéticienne, c'est une des 4 disciplines qui s'intéressent au futur. La plus ancienne, c'est la voyance. Je ne vais pas vous en parler, je ne la connais pas. Par contre, les 3 autres, elles datent du début du XXe siècle. Il y a les prévisions qui sont faites avec des données formelles et données informelles, et qui sont efficaces suivant la donnée disponible et le sujet pour une période de 0 à 3 ans. Pour la période de 3 ans à 5 ans, on utilise la prospective qui est faite avec des scénarios. Le problème des scénarios, c'est qu'ils sont faits avec de la créativité et la créativité est indissociable des biais cognitifs. Alors pour s'en prémunir, il faut, en amont d'une démarche prospective, faire appel à une démarche de futurologie cybernéticienne. Cette discipline s'intéresse au long terme, 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. Et elle repose sur un mécanisme que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Quand vous prenez une décision, vous utilisez 2 référentiels, le passé immédiat sur lequel vous avez un peu de libre arbitre, et puis le passé profond que vous avez hérité de votre lignée sur lequel vous n'avez pratiquement pas de libre arbitre. Et c'est cette seconde forme de référentiel qui a le plus d'importance dans votre prise de décision, et c'est entre autres ce qui explique les mécanismes de résistance au changement. Alors, en futurologie cybernéticienne, pour comprendre une situation et dire comment elle devrait évoluer, on va s'intéresser aux composantes qui sont intervenues dans la formation de cette situation et la dynamique de ces composantes. Et ensuite, nous allons regarder comment cette dynamique va aller à la rencontre de l'état des connaissances que nous avons dans différents domaines, tels que la géographie, la géologie, la climatologie, la géopolitique, l'économie, les sciences sociales, l'anthropologie, autrement dit, les NBIC, autrement dit, la futurologie cybernéticienne agrège l'état des connaissances du futur immédiat et du passé profond. Alors, pour travailler, nous avons un certain nombre de règles. La plus importante, c'est que nous avons comme principe que la vie est toujours plus forte que la mort, même si de temps en temps, il faut en passer par des zones très chaotiques qui donnent l'impression que la mort prend le dessus. Nous avons d'autres règles. Je vous en cite 3. Par exemple, le système vivant, puisque nous, les hommes, nous faisons partie du système vivant de la Terre. La Terre, c'est la partie minérale de notre support. Et la partie vivante, c'est ce qu'on appelle Gaïa. Au sein de Gaïa, tout le vivant évolue en permanence et il évolue à travers un processus de coopération et de compétition. Et quand la coopération est trop présente, le système s'étiole, c'est pas très bon. Et quand la compétition est trop prenante, il y a dans un premier temps progrès et ensuite régression. C'est pas très bon non plus. Donc aujourd'hui, nous sortons d'une période de très forte compétition. Une gouvernance mondiale devrait avoir comme seule et unique préoccupation de veiller à un juste équilibre entre la coopération et la compétition. Dans les espèces, chaque évolution est toujours orientée vers la recherche d'efficacité, et précisément la recherche d'efficacité, c'est faire mieux avec moins d'énergie. On ne peut pas dire que ces derniers temps, l'homme ait été synchro avec Gaïa, parce qu'effectivement, il a cherché à faire mieux,
mais sans aucune préoccupation de l'énergie. Bien au contraire, il l'a toujours fait mieux avec plus d'énergie. Et donc là, on a un conflit à régler. Et d'une façon générale, l'évolution de la matière vivante, elle va toujours dans le même sens. Elle va de la matière au spirituel. Et nous, les hommes, nous suivons ce mouvement-là. Hein. On considère qu'il y a progrès lorsque l'homme a la sensation qu'il a su élever soit lui-même, soit ses enfants de sa condition humaine. Alors, les jeunes générations qui arrivent ressentent très fortement ce changement. Et ce qui leur est le plus visible, c'est la détresse de Gaïa. Et c'est cette détresse qui fait qu'aujourd'hui, ces générations nous poussent à sortir d'un certain nombre de dénis, de nos zones de confort, mais ce n'est pas le seul mécanisme qui va nous permettre de sortir rapidement du système actuel. Les historiens considèrent qu'il y a changement de civilisation lorsqu'il y a apparition simultanée d'une ou plusieurs nouvelles sources d'énergie, d'un ou plusieurs nouveaux modes de communication et la remise en cause d'un texte ou plusieurs textes fondamentaux. Pour ce qui est de l'énergie et de la communication, ce qui est assez fascinant, c'est que l'évolution va communément vers la notion de réseau. La notion de réseau est omniprésente dans la nature, mais l'homme ne se l'est véritablement appropriée qu'à la fin du XXe siècle, lorsqu'il a réussi à mathématiser la notion de réseau. Et cette notion va être très importante dans la façon dont la société est en train de se restructurer. Pour ce qui est du texte fondamental, nous sommes en Europe. L'Europe, c'est la terre des religions du livre, et ces religions du livre partagent un livre, le livre de la Genèse, et le premier verset dit « Dieu dit à l'homme que tu trouveras dans la nature tout ce dont tu as besoin. » C'était vrai quand ça a été dit pour la première fois et écrit, mais ce n'est plus du tout vrai, puisque nous sommes de plus en plus nombreux et nous consommons à tout va. Donc, nous avons un problème précis à résoudre. On dit souvent que le changement de civilisation que nous vivons est dû à l'arrivée du numérique. C'est exactement le contraire. L'homme développe les outils dont il a besoin pour soutenir son évolution, et le dernier outil qu'il a développé, c'est le numérique. Comme toujours, quand il crée un outil, il a tendance à commencer à l'utiliser à des fins guerrières. C'est ce qui se passe actuellement, mais nous allons faire évoluer ce numérique, en particulier en Europe, à des fins pacifistes et surtout pour obtenir du mieux avec moins d'énergie. Les générations, mais le changement de fond le plus profond qui vient à nous, c'est les générations montantes qui nous le racontent. Hein. Pour elles, à travers le monde, hein, plus de 85% d'entre elles, et c'est une bonne chose, ont grosso modo grandi avec au moins un yaourt dans le frigo, et donc elles ont tendance à penser que satisfaire l'ensemble des besoins primaires de l'ensemble de la population, c'est chose faite. En tous les cas, c'est un choix politique et le plus tôt sera le mieux de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Cette génération est marquée par le consumérisme dont elle mesure les dangers et la vacuité en termes d'élévation de l'homme. Par contre, elle comprend que la notion d'estime de soi peut lui procurer des plaisirs beaucoup plus durables. L'estime de soi, c'est la sensation que l'on ressent lorsque l'on a donné du temps, de l'énergie, de la disponibilité à la communauté et que la communauté vous en donne en retour de la gratitude. Et donc, c'est à travers cette aspiration que les générations qui arrivent vont faire évoluer le monde qui vient.
Alors ce monde, comme on l'a dit, il nous amène à prendre conscience que nous sommes partie prenante de Gaïa. Gaïa, c'est un système. Un système, c'est en quelque sorte un moteur. Toutes les pièces d'un moteur sont conçues, en général, de telle manière que lorsque la température monte, l'hygrométrie change, qu'il y a des variations, le moteur continue à tourner. C'est parce que les ingénieurs ont donné à chaque pièce, et en fonction du matériau de chacune de ces pièces, un seuil de tolérance. Notre système actuel n'a pas de seuil de tolérance. Je vais prendre un seul exemple, le plus caricatural, c'est la notion de revenu. On a un petit peu de mal à parler entre nous de revenu minimum. Quand je dis entre nous, c'est au niveau mondial. Quant au revenu maximum, il n'est même pas à l'ordre du jour. Et ça nous pose un très gros problème parce que, avec cette logique de richesse infinie, on en arrive à créer ce que les physiciens appellent des attracteurs étranges, c'est-à-dire des monstres qui consomment toute l'énergie autour d'eux, et qui, à la fin, termine un peu comme le gagnant d'une partie de Monopoly, vainqueur, mais vainqueur de rien du tout. Et c'est pour cette raison que la nature a fait disparaître les monstres. Et si les monstres ne disparaissent pas d'eux-mêmes parce qu'ils se sont affamés eux-mêmes, en quelque sorte, il peut y avoir des incidents graves comme un cataclysme qui peut les faire disparaître parce que ces bestioles sont trop grosses pour s'adapter rapidement et donc elles périclitent. Tandis que les petites fourmis qui étaient là avant les dinosaures et qui ont un mode de fonctionnement complètement modulaire et organique, elles sont toujours là bien après les dinosaures. Alors l'Europe réfléchit à toutes ces questions-là, évidemment, et cherche des solutions. Et elle opte pour l'économie circulaire. L'économie du XXe siècle, c'est une économie dite linéaire, où j'extrais, je transforme, je produis, je consomme et je jette. L'économie circulaire, c'est la promesse de produire la juste quantité au bon moment, au bon endroit et pour la bonne cible, tout en étant aussi économe que possible en énergie, en ressources extractives et en ressources humaines, du moins pour ce qui concerne les tâches dégradantes, dangereuses, peu enviables. Et avec l'économie circulaire, on peut faire mieux encore. On peut aider les consommateurs à consommer moins mais mieux. Et on peut aussi les aider à ne pas posséder là où ils ne font que des usages occasionnels ou des usages où il leur faudrait plusieurs fois le même produit avec des configurations différentes. L'exemple le plus frappant, c'est la voiture. On peut avoir une voiture dans son garage, mais on peut aussi aller chercher la voiture dont on a besoin au moment où on en a besoin et configurer pour le besoin que l'on a à satisfaire. Cette optique, qui semble être celle que l'Europe va privilégier, va nous amener à produire des voitures dans un rapport de 10 à 1. Quand on sait que l'automobile est un facteur, un porteur important de la production en Allemagne et en France, ce choix est un choix qui nous amène à bouleverser notre économie et la structure de notre PIB. Mais, à contrario, elle va changer aussi notre pacte social. Parce qu'avec l'économie de la fonctionnalité, les ménages vont posséder de moins en moins. Et donc, toute la question est de savoir comment on va s'organiser pour qu'ils puissent faire face aux dépenses contraintes qui vont monter, hein, puisqu'ils vont avoir besoin de se déplacer, ils vont avoir besoin de dépenser du temps de voiture ou du temps de perceuse ou de tondeuse à gazon, etc. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons nous retrouver
avec des ménages qui vont se retrouver sous la dépendance des grands opérateurs de parcs d'équipements dédiés à l'économie de la fonctionnalité. Donc, il va falloir avoir toute une réflexion sur ce que l'on appelle la démocratie économique. Alors, cette économie circulaire, on sait la faire dès à présent avec des robots et des big data. Le but est de produire moins cher et de façon plus réactive que le moins cher des pays à bas coût. Ce qui va avoir pour effet de redistribuer considérablement les cartes au niveau de la géopolitique. Mais il n'y a pas que cette modification qui est en cours. L'économie circulaire, ce sont des entreprises qui sont en interaction les unes avec les autres. Sauf que, pour le moment, nous n'avons pas d'institution qui soit dédiée à l'organisation de cette circularité de l'économie. Et tant qu'il en sera ainsi, quand vous irez assister à des conférences sur l'économie circulaire, en principe, on va vous parler de déchets. C'est déjà pas mal. Toutefois, on voit des choses apparaître. Par exemple, dans la loi Pacte de 2018, il y a la notion d'entreprise à mission qui apparaît, et la notion d'entreprise à mission, c'est bien le début d'une réflexion sur l'économie circulaire. Au niveau des organisations, nous voyons l'abandon progressif des structures hiérarchiques au profit des structures organiques. La structure hiérarchique, elle est abandonnée parce que ce mode de gouvernance éloigne la décision de l'action et écrase les talents. Donc, c'est mauvais pour la créativité et la réactivité. Les organisations organiques, vous les connaissez bien, puisque votre corps fonctionne en mode organique. Aucun organe ne domine tous les autres. Par contre, votre corps est un réseau extraordinaire d'informations qui circulent vite et qui relie des points de prise d'information, des points de décision et des points d'exécution. Les organisations organiques sont basées sur l'échange de données. Et elles ont aussi un avantage, c'est qu'elles s'organisent naturellement entre elles en mode fractal. C'est grâce à ce type d'organisation que nous pouvons aller de la matière vers la spiritualité. Cette organisation, cette évolution va évidemment reconfigurer très profondément le commerce mondial. Et d'ailleurs, on commence à en voir les prémices. Les échanges de matières premières, c'est-à-dire de première extraction, sont en diminution, mais les nations sont amenées à échanger des produits de plus en plus évolués, c'est-à-dire simples, efficaces, esthétiques. Eh bien, ces produits sont fabriqués avec du savoir et du talent. Donc, la préoccupation des nations maintenant, et donc par ricochet des entreprises, ça va être de préserver les talents et les savoirs. Les savoirs, il faut absolument s'organiser pour qu'ils s'enracinent dans le sol, parce que le savoir circule à la vitesse de l'Internet. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Il faut que le savoir prospère en se frottant aux autres savoirs. Mais il ne faut pas perdre la base de son savoir-faire. Quant au talent, évidemment, il faut les attirer. Et donc, nous allons aller vers une société qui va avoir besoin d'un terreau socio-culturel de très haut niveau. Donc, pour l'obtenir, il va falloir que les citoyens consacrent du temps à l'entretien et au développement de ce terreau socio-culturel de haut niveau. Pour cela, ils vont avoir besoin d'échanger à travers des infrastructures numériques dans lesquelles tout le monde est responsabilisé pour ce qu'il y dit et ce qu'il y fait, et le réseau lui-même
est assurée dans un climat de confiance, au même titre qu'aujourd'hui, la monnaie circule dans un climat de confiance. C'est une affaire de souveraineté. Bien entendu, on continuera à se déplacer, on ne va pas tout faire ça en numérique, hein, mais au cœur de tout ce modèle de société, il y a l'évolution de la notion de démocratie. Hein, on a parlé tout à l'heure de la démocratie économique, mais une démocratie beaucoup plus multifacette. Alors, les générations qui arrivent, elles ne se posent pas toutes ces questions-là. Elles savent simplement que pour l'instant, les choses ne sont pas très bien parce que elles n'ont plus d'image de métier. Hein, les métiers n'existent plus. Peut-être que certains d'entre eux ont un papa avocat ou une maman une pâtissière ou un cousin fleuriste. Ça, c'est des métiers, on arrive à voir ce que fait le fleuriste. Mais dans l'ensemble, ils ne savent pas ce que font leurs parents et du coup, ils n'ont pas d'inspiration et ils ne savent pas se projeter dans le monde du travail. Donc, ils ont la sensation qu'on va leur demander de faire des tâches, les unes à la suite des autres. Et c'est la raison pour laquelle, d'eux-mêmes, ils se montrent plus attentifs à l'ascenseur culturel qu'à l'ascenseur social, comme l'étaient leurs parents. D'ailleurs, les notions de classe sociale se diluent. Alors, pour rentrer dans ce monde du travail qui est un peu mystérieux pour eux, il va falloir faire des évolutions parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un modèle qui est celui de l'école de Jules Ferry. Il va falloir aller vers un modèle de société où on apprend aux individus de comprendre qui ils sont. On considère qu'il existe 9 intelligences dans un individu avec des sensibilités plus ou moins marquées. Certains vont être très musiciens et puis pas beaucoup sur autre chose, et d'autres vont être multifacettes avec des nuances. Et la richesse d'une population, c'est l'ensemble de toutes ces nuances et la mise en interaction de toutes ces nuances. Donc, il faut aider les enfants à comprendre qui ils sont et, à travers ce système éducatif, leur permettre de comprendre aussi les autres, de façon à révéler leurs talents et arriver à comprendre comment leurs talents peuvent entrer en interaction avec les talents des autres. Également, il faut faire évoluer les processus de transmission du savoir. Hein, il n'est pas forcément indispensable que tout le monde fasse des études Bac+5. Hein, au contraire, il faudrait aller vers une rentrée en biseau dans le monde du travail et sortir également en biseau, hein, puisqu'à certains moments, ceux qui arrivent, ils vont recevoir de l'expérience et ceux qui partent vont transmettre de l'expérience. Donc, ils arrivent dans une société qui est fortement en mouvement et une société qui va se robotiser. Et alors, ils se disent, mais je vais y trouver ma place dans cette société. Ils ont raison de s'inquiéter parce que la courbe Oxford 2013, qui est une courbe qui s'intéresse non pas aux métiers mais aux tâches, nous prouve que les ordinateurs, les robots, grignotent en priorité toutes les tâches qui sont allouées à la classe moyenne. Or, depuis la sédentarisation, la stabilité d'une société repose sur sa classe moyenne. Donc, nous allons avoir un problème assez grave à résoudre. Parce que dans les jobs qui sont à gauche, ce sont les bad jobs, on ne peut pas travailler durablement, et les jobs qui sont à droite, que l'on appelle les good jobs, on ne peut pas les pratiquer tout au long de sa vie. On ne peut pas être un bon manager, un bon créatif, âgé continu dans un environnement fortement numérisé. Et donc, les carrières vont être des carrières confettis avec une succession de phases heureuses et moins heureuses. Or, notre système, en particulier de chômage, n'est pas du tout conçu pour cette configuration.
Donc, nous sommes sûrs que nous allons devoir revoir notre pacte social très en profondeur. Et tant qu'à faire, on va essayer d'y injecter les cycles de la vie. Il y en a 6. Je nais, j'apprends. À force d'apprendre, j'ai envie de faire. À force de faire, j'ai envie d'innover. À force d'innover, je ressens le besoin de transmettre. Et quand j'ai fait tout ça, j'ai envie de faire de la paix autour de moi. Et ça tombe bien parce que les bébés qui arrivent sont eux-mêmes demandeurs de paix pour acquérir de la confiance et de la transmission du passé pour révéler leur propre histoire. Vous constatez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne récompense que la partie centrale, c'est-à-dire je fais, et laisse les familles se débrouiller plus ou moins pour les deux autres parties. Or, nous voyons que nous allons devoir faire évoluer notre économie, qui pour l'instant ne s'intéresse qu'à la satisfaction des besoins primaires des citoyens. Or, le bien commun va devenir la source de compétitivité, donc il va falloir faire évoluer la manière dont les individus contribuent tout au long de leur vie, de façon à ce qu'ils soient, au gré de leur propre histoire, inclus dans le système productif, dans le système contributif, avec des allers-retours. Le très gros problème que nous avons, c'est que depuis la sédentarisation, nous n'avons développé que le système productif et nous avons réussi à mettre des métriques sur toutes les composantes, des litres, des durées, des kilomètres, de ce que vous voulez. Dans le système contributif, il n'y a aucune métrique. Donc la complexification de notre système économique, qui est le système de récompense et de redistribution, va nécessiter des travaux de recherche assez avancés. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. En tous les cas, en Europe, à ma connaissance, il ne se passe pas grand-chose. Et dans le reste du monde, je ne sais pas trop. Alors, on voit des morceaux de solutions arriver, mais qui ne rentrent pas dans une réflexion très, très, très profonde. Vous entendez parler du revenu de base, qui est effectivement une idée parmi toutes les autres, mais qui présente des dangers. Donc, il faut être très prudent avec cette notion, puisque le modèle actuel en Europe, c'est je donne du temps et je reçois de l'argent en récompense, et avec cet argent, je peux avoir une vie sociale. Donc, le travail et la vie sociale sont l'argent et l'échange social sont les deux flux qui sont véritablement importants pour les individus. Le revenu de base, comme on nous le présente pour l'instant, ce n'est qu'un flux d'argent et donc une mine de désastres sociaux si on ne parle que d'argent. Les monnaies sont en train de devenir entièrement numériques. Le yuan est actuellement testé dans différents coins de Chine, mais nous avons l'e-euro qui va nous arriver assez rapidement. Quand on dit que les monnaies deviennent numériques, ça veut dire qu'elles sont potentiellement intelligentes. Donc, on peut imaginer qu'avec cette capacité d'intelligence, on va pouvoir commencer à apporter des réponses pertinentes sur le problème de la complexification de notre système économique. Là aussi, nous avons des grands chantiers à entreprendre et puis peut-être des périodes de transition à imaginer. Bon, les jeunes, toujours est-il que pour eux, le pacte social, il faut qu'ils soient un petit peu plus opérationnels parce qu'ils arrivent maintenant sur le marché du travail. Alors, on a eu la tribu. La tribu, c'était pas mal parce que comme c'était des toutes petites équipes, faire le tir au flanc dans une petite équipe, c'est pas possible. Donc, socialement, on s'en sortait pas trop mal. Et ça nous a permis de rentrer dans l'ère agraire, mais assez rapidement, ça a mal tourné parce qu'on a inventé l'esclavage. Puis, on s'est rendu compte que l'esclavage, c'est pas terrible. On l'a remplacé par le servage. Bon, c'est pas terrible non plus. Et puis après, on a inventé la place de grève. Au niveau protection sociale, c'est toujours nul. Mais au moins, les gens sont payés, c'est un bon début.
hein, et au XXe siècle, on a quand même réussi à avoir quelque chose d'assez complet. Sauf qu'avec la mondialisation, on voit qu'il faut tout reconstruire. Et nos jeunes ne veulent pas travailler dans des univers extrêmement asymétriques. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est un tissu entrepreneurial dans lequel ils peuvent se réaliser en apportant et en recevant et en bougeant dans ce tissu entrepreneurial. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de bien les aider à maîtriser le savoir et pas sombrer dans l'illusion du savoir, hein. Avec Wikipédia, on voit que le savoir et l'illusion du savoir, c'est pas toujours facile à distinguer. Bien entendu, les aider à acquérir de l'expérience et enrichir en permanence cette expérience et à bien maîtriser leur motivation, hein. Et c'est en se connaissant eux-mêmes qu'ils peuvent bien asseoir leur motivation. Et autrement dit, l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui sont des jeunes à mission dans des entreprises à mission. Mais il faut construire l'environnement qui va avec. Pour le moment, nous avons des institutions qui fonctionnent en silo, et ça, c'est très pénalisant, pour ne pas dire pire. Le système éducatif, hein, qui donne des bases, mais qui doit surtout apprendre à travailler ensemble, et puis les mécanismes de management qui vont évidemment favoriser les initiatives et l'interaction des cellules les unes avec les autres. Je vous remercie et je suis prête pour les questions.